Donc merci d'être là. Pour ceux qui, parfois peut-être certains viennent de découvrir les amphithéâtres de l'université, donc bienvenue à l'université. Vous êtes à l'université de la Poésie française, vous êtes dans le cadre du concours MT 180 secondes. C'est un concours qui existe depuis 12 ans au niveau national et qui, à l'université de la Poésie française, existe depuis 2017 seulement. Donc on le fait à peu près régulièrement tous les ans. Avec l'année dernière, certains d'entre vous, dans les membres du jury, étaient là, et dans le public aussi, puisque je vois certains qui étaient de l'autre côté et qui désormais sont dans le public et probablement moins stressés que l'année dernière. Mais l'année dernière, nous avions 5 candidats, aujourd'hui nous avons 8 candidats. Et vous savez que le concours consiste, et c'est une tâche périlleuse, exigeante, ardue, qui demande de la résilience. Ce concours consiste à vous présenter en 3 minutes toute la difficulté, toutes les arcanes d'un sujet de thèse, de recherche, de doctorat, c'est-à-dire le grade le plus élevé que l'université peut délivrer. Donc c'est vraiment un travail difficile intellectuellement. C'est un travail difficile intellectuellement, c'est un travail aussi difficile personnellement, parce qu'on a un exercice de gestuelle, on a un exercice d'oralité qui est exigeant. Donc j'espère que vous le louerez, que vous les féliciterez à leur juste mesure. Mais c'est voilà, donc pendant 3 minutes, ces 8 candidats vont vous présenter leur thèse. Je vous les présenterai dans un instant, chacun, non pas collectivement, mais chacun un tour de rôle lors de leur passage. Ce que je veux d'abord faire, c'est vous présenter le jury et les remercier. Alors je commence par l'université avec son président Patrick Capolsinic. Je remercie et que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Qui a toujours soutenu à la fois l'école doctorale et particulièrement cette manifestation. Donc il a toute ma gratitude. Et Étienne de la Fouchardère, qui est le secrétaire général. Vous l'applaudissez avant même de... Peut-être que tout le monde sait déjà qui il est, hein, mais laissez-moi lui vous donner quand même son titre, sa qualité. C'est l'une de ses qualités, en tout cas son titre. Il est secrétaire général adjoint au commissariat. Donc, applaudissements, s'il vous plaît. On a... alors, je ne sais pas, ministre... Teifi Tehai, ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, mais également notre précieux collègue. Donc, applaudissements chaleureux. Et d'autant plus chaleureux qu'il nous fait l'amitié d'une grande fidélité. Donc tu étais là l'année dernière et tu es là à nouveau cette année, donc je suis très sensible. Grand remerciement. Et cette fidélité, cette amitié, je la prolonge parce que Lucille Guichet, qui est grand reporter, présentatiste à télé à la Polynésie-la-Première, qui était également là l'année dernière et qui nous fait le plaisir de revenir cette année et que je vous demande d'applaudir. Et puis on a le petit jeune, entre guillemets, c'est-à-dire Simon Després, qui est professeur des écoles, qui est docteur et qui est lauréat du prix jury en 2020, donc qui est le seul dans le jury qui a participé à l'aventure et qui l'a remporté, qui, hélas, à cause de la Covid, n'a pas pu se rendre à Paris, je crois. C'est ce que tu nous as dit, Simon. Donc j'espère que ceux qui vont être... oui, applaudissements. Donc ce que tu as subi, j'espère que ceux que vous élirez tout à l'heure n'auront pas les mêmes désagréments ou les mêmes déboires. Donc voici pour le jury de 5 personnes. Les règles, vous savez, on détermine un prix du jury et un prix du public. Donc le prix du jury, vous le connaissez. Le prix du public, c'est vous. Vous avez des grilles de lecture qui sont subjectives. Les membres du jury, eux, ont une grille de lecture objective. Donc vous devrez déterminer le prix du jury, en sachant que le prix du public, vous devrez le déterminer, en sachant que le prix du jury et le prix du public s'envolent à Paris pour participer à la finale régionale le 16 mai. C'est ça, le 16 mai, je crois.
Non, c'est 16 mai ou 16... Oui, c'est le 16 mai. Et le cas échéant, et je le souhaite, à la finale nationale, le lendemain, le 17 mai. Donc c'est la première étape et il faut espérer qu'il y aura un prolongement parisien qui sera couronné de succès. Voilà ce que je voulais vous dire sur le concours lui-même. Un mot quand même, parce que je suis la directrice de l'école doctorale, je ne me suis pas présentée, je suis Florence Poirat, je suis la directrice de l'école doctorale de l'UPF. Cette école doctorale, pour ceux qui ne le savent pas, elle compte, au-delà des 8 que vous allez entendre, écoutez, elle compte 71 doctorants. 71 doctorants, c'est énorme. C'est une école doctorale qui est commune avec la Nouvelle-Calédonie, étant entendu que la Nouvelle-Calédonie, elle, a 49 doctorants, ce qui est bien aussi. Donc ça fait une école doctorale riche, importante. C'est une manifestation, le concours en 180 secondes, c'est une manifestation importante. Nous aurons à la fin de l'année, c'est-à-dire le 16 et 17 mai, nous aurons les doctoriales. Donc vous aurez une communication et j'espère que certains d'entre vous pourront assister dans le public aussi pour soutenir les doctorants qui présenteront leurs travaux, mais dans un cadre différent, avec des critères différents. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le concours en 180 secondes, avec, in fine, on dit Atlas, at least, des remerciements. Alors les remerciements s'adressent d'abord à la coach, c'est-à-dire à Rodika Alinkai, qui est professeure en sciences de l'éducation. Et sans laquelle les prestations n'auraient pas la même qualité que celles que vous allez découvrir. Et puis à tout l'encadrement, l'intendance, alors elles ne sont pas là parce qu'elles gèrent, mais nous avons Tepu Arata et Alice, ou Alice et Tepu Arata. Et puis tout en haut, donc ça c'est pour l'école doctorale, et sans elles rien ne serait possible, donc c'est vraiment très important. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, Monette de l'étang, elle fait sa thèse sous la direction du professeur Damien Mouret à l'Université de la Polynésie française et sous la direction également de Marie-Ève Laporte, qui est professeure à l'Université Paris-Saclay. Elle est inscrite dans le laboratoire GDI et son titre de thèse porte sur la prévention et la promotion de la santé en milieu insulaire, le cas de l'obésité en Polynésie française, et je vous demande de l'applaudir très chaleureusement, parce que c'est la première. Monette. 75% de la population polynésienne est en surpoids, dont 48% en obésité. Il n'y a pas que la Polynésie. 43% de la population mondiale est en surpoids. C'est préoccupant. Depuis des années, les politiques publiques, nationales comme internationales, tentent de l'endiguer. Depuis des années encore, l'Organisation mondiale de la santé sonne l'alarme. Elle encourage les États à prendre des mesures, notamment de prévention. La lutte contre l'obésité est même devenue un objectif de développement durable. Mais le fléau continue de s'accroître. Il menace notre bien-être individuel et collectif. Il tue de trop nombreuses personnes. Alors, que faire? J'appelle le marketing social au secours. Ça tombe bien, c'est ma thèse. Qu'est-ce que le marketing social? C'est une technique de gestion, une approche de changement social qui s'appuie sur la méthode classique du marketing qui fonctionne. Tu veux savoir la différence? Le marketing va vouloir savoir quel bien proposer pour satisfaire le consommateur. Le marketing social va favoriser un changement de comportement pour améliorer le bien-être de notre société, la santé par exemple.
Avec les disciplines telles que l'anthropologie, la sociologie ou encore la psychologie, le marketing social est une toute autre approche. Il peut proposer de nouvelles pistes. Je l'utilise pour mieux appréhender l'obésité et pour proposer un cadre pour sa prévention. Il s'agit d'accompagner qui? Le personnel de santé, autant que le malade. Et pour agir au plus haut niveau, les politiques publiques. Le croisement inédit entre le marketing social et l'obésité, je l'espère, pourra inventer de nouvelles pistes pour lutter contre ce fléau. L'obésité n'est pas une fatalité. Avec ma thèse, je prends toute ma part dans la lutte contre ce fléau. Et vous? Donc on passe au deuxième candidat. Le deuxième candidat, c'est Jérôme Charbonnier. Il sera ravi que vous réitériez cet enthousiasme quand il rentrera en amphithéâtre. Donc Jérôme Charbonnier, qui fait une thèse sous la direction du professeur Jean-Paul Pastorel à l'Université de la Polynésie française, qui appartient au laboratoire GDI, et dont l'intitulé de la thèse est « L'identité singulière des communes de la Polynésie française ». Et là, je vous donne le go, c'est maintenant qu'il faut l'accueillir. Merci à vous. À toi, Jérôme. Alors, Vatea, tu joues au jeu des formes? Oui, pas. Mais ce rond, ça rentre pas dans le carré. Et ton jeu, c'est fiou pas. Mais mon gant, les ronds ne rentrent jamais dans les carrés. Et ce jeu, figure-toi que moi, j'y joue encore dans ma thèse. J'essaye de faire rentrer la commune de Polynésie dans la case des communes de la République. Et ça rentre? C'est pas sûr. En principe, les communes sont toutes les mêmes partout. Elles ont toutes les mêmes statuts, les mêmes responsabilités. Ce sont les révolutionnaires en 1789 qui ont voulu que l'on ait une commune identique partout. Mais qu'en est-il en Polynésie? Si on regarde de plus près, elles sont très spéciales, nos communes, très bizarres. Tu vois, Vatea, par exemple, les pouvoirs des communes de Polynésie sont bien moindres que les pouvoirs des communes de métropole. Et c'est pas tout. Sais-tu que sur les 48 communes de Polynésie, seules 12 d'entre elles distribuent l'eau potable, alors que toutes les communes de France distribuent l'eau potable. Tu vois, mais alors c'est ça rentre pas dans, c'est comme dans mon jeu, ça rentre pas, elles sont pas carrées nos communes. Eh bien, j'ai bien peur que ce soit le cas. En tout cas, c'est l'enjeu de ma thèse. Essayez de déterminer le statut des communes de Polynésie. Elles ne sont peut-être pas forcément des communes. Elles ne sont pas comme en métropole, dans des départements. Elles sont dans une collectivité d'outre-mer dotée d'un statut d'autonomie pour le pays qui laisse peu de place aux communes. Mais alors, qui laisse peu de place aux communes, si bien qu'elles sont dans un entre-deux, ni rond, ni carré, peut-être ovale. Pas. C'est mignon quand tu fais ça. Mais moi, j'essaye de rentrer mon pion rond dans la case et ça rentre toujours pas. Il faut que j'appuie toujours plus fort. Non, mon grand. Nous, on va chercher. On va innover. On va créer une nouvelle case pour nos communes polynésiennes spécifiques. On va créer un nouveau statut parce que je suis convaincu que s'il y a une réforme qui peut changer la vie des Polynésiens, c'est au niveau des communes que ça se joue. Il nous faut donc un nouveau statut pour nos communes qui prennent plus en compte
le partage avec le pays, partage du pouvoir, partage des moyens, partage des décisions. Et il faut également prendre plus en compte la spécificité. Ainsi, nous créerons une nouvelle forme pour nos communes. Pas, si c'est une nouvelle forme et que c'est ni rond ni carré, c'est une étoile de mer? Oui, mon grand, une étoile de mer. C'est bien, le public est chaud. Continuez sur votre lancée. Troisième, et vous allez voir que les sujets de thèse sont aussi variés que les prestations. Troisième candidate, Maëva Longine. Maëva Longine fait sa thèse sous la direction du professeur Vincent Dropsy à l'Université de la Polynésie française, sous la direction également du maître de conférence Sylvain Petit à l'Université Polytechnique de Hauts-de-France. Il est également rattaché à GDI, nous avons beaucoup de rattachés au GDI, et son intitulé de thèse, les Jeux Olympiques 2024 à Tahiti, évaluation des impacts économiques, environnementaux et socioculturels en Polynésie française. À vous maintenant l'enthousiasme pour qu'elle rentre. Maëva! C'est le meilleur moment de ma vie. Ces mots, je les ai empruntés à Kaoli Vast, le meilleur surfeur 2024 des Jeux Olympiques. Cet événement a suscité un énorme enthousiasme, une immense fierté pour une grande majorité de la population polynésienne, mais également une méfiance certaine de la part des défenseurs de l'environnement au regard de la nouvelle tour des juges implantée dans le lagon, près de la vague mythique de Teopo. Ce que je cherche à évaluer, ce sont les impacts économiques, socioculturels, environnementaux des épreuves de surf de Paris 2024 en Polynésie sur le court, le moyen et le long terme. Pour évaluer les impacts économiques, j'utilise une méthodologie quantitative, des calculs mathématiques, fondée sur une analyse de données sur les coûts, les bénéfices, pour estimer les investissements, les dépenses touristiques de ces Jeux. Pour l'aspect environnemental, il s'agit ici de partir de ce que la population voulait au départ, celle de ne pas dénaturer les lieux avec les infrastructures nécessaires pour les Jeux. J'ai donc choisi d'utiliser la méthode du bilan carbone et du plan climat de la Polynésie pour déterminer l'impact environnemental, l'empreinte carbone d'un tel événement en Polynésie, et pour mesurer le degré de satisfaction au niveau des déchets générés pendant les Jeux. Quant aux impacts socio-culturels, c'est grâce à un projet avec un photographe ainsi qu'un projet un projet social, un projet d'héritage social que j'ai pu approcher la population de Teopo. Donc nous sommes descendus à l'échelle des acteurs. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative pour mesurer, comprendre leur ressenti. Cette première enquête a révélé que les habitants de ce village étaient très attachés à leur mode de vie et étaient très attachés également à vivre avec les mêmes générations de familles. Il me reste encore des enquêtes à mener sur le court et le moyen terme, des enquêtes au niveau des habitants, des enquêtes au niveau des touristes, également un projet à finaliser, celui du projet Teopo au temps des Jeux Olympiques, pour identifier ces hommes et ces femmes qui ont accueilli au cœur de leur village un événement planétaire. Et un peu pour répondre à une question intérieure, ce projet est le meilleur projet de ma vie. Merci. On passe au quatrième prestation. Vous êtes partants? Chut. Vous êtes partants pour le quatrième? Alors,
c'est Perceval Rebaud qui fait sa thèse, je vois qu'il a des fans, Perceval Rebaud qui fait sa thèse sous la direction du professeur Franck Lucas avec un sujet de thèse. Alors ce sujet de thèse, il est long, donc soyez indulgents. Caractérisation, c'est pas le plus long, caractérisation et optimisation des performances énergétiques du procédé de climatisation exploitant l'eau de mer. Étude des couplages énergétiques et de l'extension de la technologie SWAC. Difficile à dire, peut-être difficile à présenter, mais certainement avec talent. Je vous engage à l'accueillir avec chaleur et enthousiasme. Mesdames et messieurs, pour vous, quelle est la plus grande qualité de la Polynésie ? J'en vois certains me montrer la beauté de ces lagons d'azur. D'autres, encore, me parler de la richesse de sa culture. Ce sont toutes d'excellentes réponses. Cependant, laissez-moi vous en proposer une nouvelle. Vous le savez, de tout temps, les Polynésiens ont su dompter les éléments pour naviguer sur les flots, cultiver ces terres et prospérer. Désormais, de nouveaux défis jaillissent. Réchauffement climatique, montée des eaux. Face à ces menaces, la Polynésie a osé et le SWAC est né. Le SWAC, c'est la climatisation par eau de mer profonde. Et les 3 installations au monde sont à Bora Bora, Tetiaroa et Tahiti. Le procédé, facile. On va puiser de l'eau à 4 degrés par 1000 mètres de fond. Pompée jusque sur Terre, sa fraîcheur est extraite par un procédé d'échange thermique pour climatiser des bâtiments. Mais pourquoi faire ? C'est qu'en utilisant du froid naturel, cela permet de booster les performances de la climatisation. En effet, les analyses que j'ai menées sur les SWAC polynésiens montrent qu'on consomme jusqu'à 10 fois moins d'électricité pour produire autant de froid que la climatisation standard. Ce procédé est donc beaucoup plus performant tout en émettant moins de CO2. Que demander de plus ? Eh bien, on veut demander plus, car même en consommant moins d'électricité, on en consomme toujours. Et celle-ci est majoritairement produite en important et en brûlant des hydrocarbures. L'idéal serait que le SWAC produise lui-même de l'électricité. C'est là le concept de l'énergie thermique des mers, ou ETM, une technologie proche du SWAC. Son principe est qu'en plus de prendre l'eau froide des profondeurs, on récupère l'eau chaude en surface de l'océan. Entre les deux, il y a une vingtaine de degrés d'écart, juste assez pour que la thermodynamique nous permette de générer de l'électricité. L'innovation de ma thèse réside donc dans la simulation numérique des technologies SWAC et ETM pour produire du froid et de l'électricité simultanément, afin qu'un jour, la Polynésie puisse atteindre son autonomie énergétique. Alors, si à l'avenir, quelqu'un vous redemande votre qualité préférée de la Polynésie, je suis sûr que vous répondrez sans hésiter, le SWAC, évidemment. J'ai oublié de vous dire que Perceval était rattaché au GEPA Sud, au laboratoire, et comme il y a le directeur de GEPA Sud sur les rangs, je m'empresse de le dire, parce que nous avions GDI, GEPA Sud, et désormais nous changeons de laboratoire avec ITSCO, et nous allons entendre, avec une photo si possible, nous allons entendre Elsa Birkel-Lesvé. Donc Elsa, qui fait sa thèse sous la direction du professeur Rodika Linkai de l'Université de la Polynésie française et d'Antoine Delcroix de l'Université des Antilles, manipulation d'artefacts à visée didactique pour l'apprentissage des mathématiques au cycle 4. Ça, c'est le titre, et désormais, accueil chaleureux pour Elsa.
les mathématiques, ça n'a jamais été mon truc. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase quelque part. Et si vous vous sentez personnellement concerné, sachez que vous n'êtes pas seul. 70% des adultes français pourraient dire cette phrase. Embêtant quand même, quand on pense qu'on a suivi jusqu'à 4000 heures de cours de maths dans toute sa scolarité. Mais ça pose question aussi. Est-ce que véritablement 70% des individus ne seraient pas capables de réussir en mathématiques? Eh bien non. Des études montrent que l'écrasante majorité des élèves a le potentiel de réussir. Mais alors, est-ce que ce ne serait pas au niveau de son enseignement que cela se joue? C'est la question que je me suis posée, et c'est le sujet de ma thèse. Est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner autrement les mathématiques? Voici ma démarche. Première étape, je me suis d'abord intéressée au fonctionnement du cerveau lorsqu'il est en plein apprentissage. La science dit qu'une connaissance est vraiment ancrée lorsqu'elle est enseignée avec une approche multisensorielle, c'est-à-dire une approche à la fois auditive, visuelle, mais aussi une approche kinesthésique. Cela signifie qu'il faudrait que le corps soit en mouvement ou que le sens du toucher soit activé lors d'un apprentissage. Alors je me suis dit, eureka, en fait, les mathématiques, c'est beaucoup trop abstrait. Il faudrait que les élèves puissent toucher, manipuler du matériel pédagogique afin de mieux comprendre. J'entends déjà les experts en éducation dans la salle me dire « Mais ça, on le sait déjà. La méthode Montessori, la méthode de Singapour font déjà manipuler les élèves en mathématiques. » C'est vrai, mais ces méthodes sont applicables en moyenne jusqu'aux 12 ans de l'élève. Et après, il n'y a plus grand-chose. Alors que c'est précisément le collège qui est la période propice pour le décrochage en mathématiques, à cause du niveau d'abstraction exigé. J'ai donc pris le problème à bras le corps et c'est ma deuxième étape. J'ai conçu du matériel pédagogique que l'on peut manipuler en classe et adapter aux notions mathématiques du collège. Troisième étape, j'ai testé ce matériel, ici, dans plusieurs classes de 4e. Vous voulez connaître les résultats? Il semblerait que les élèves habituellement en difficulté comprennent avec davantage de facilité l'abstraction. Si cette méthode d'enseignement s'avère réellement efficace, alors j'espère que dans quelques années, les anciens élèves l'ayant suivi diront « Les mathématiques, un jeu d'enfant ». Je ne doute pas que vous mesurez la qualité des prestations, de toutes les prestations. J'espère qu'elles vous plaisent. J'essaye de ne pas enchaîner trop vite, mais parce que c'est... Donc après Elsa, nous entendons Leila Loa Pélis, qui est rattachée au GDI, qui fait une thèse sous la direction de Youssef Genzoui, maître de conférence à l'Université de la Polynésie française. Et son intitulé de thèse est le suivant: les sources du droit de la concurrence. Applaudissements pour accueillir Leila Loa. Yorana, vous avez sûrement entendu autour de vous, et je pense même que vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi c'est trop cher à Tahiti? Généralement, on pointe tous les fautifs. Mais parmi toutes les réponses possibles et inimaginables, ressortent celle-ci. Il n'y a pas assez de concurrence en Polynésie. C'est toujours les mêmes qui en profitent. Et nous, on subit. Je me rends bien compte que la tâche n'est pas si simple. Et pourtant, j'ai essayé de comprendre, moi, jeune juriste polynésienne, ce qui faisait la cherté légendaire des produits et services en Polynésie. J'ai alors procédé de 4 manières. Premièrement, j'ai essayé de faire un état des lieux, approche théorique. J'ai regardé un peu toutes les sources qui existent. Deuxièmement,
j'ai recensé ce qui se fait et se dit sur la matière. Troisièmement, j'ai décidé d'aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs, parce que nous ne sommes certainement pas les seuls dans cette situation. Et enfin, bien évidemment que je voulais être force de proposition et proposer des adaptations. Car oui, la Polynésie française, c'est beau, mais il y a énormément de spécificités. Premièrement, 118 îles à desservir et Tahiti comme seul point de départ. Deuxièmement, nous sommes loin des grandes puissances économiques. Et enfin, nous importons plus que nous ne produisons. Alors, cette concurrence qui s'installe ici n'est pas aussi simple que ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le sujet de ma thèse. Comprendre et analyser ces règles de jeu que l'on appelle les sources du droit de la concurrence, c'est mon job. Mais alors, pour ce qui est d'adapter et de transmettre, à ce moment-là, j'aurai besoin de vous. Pourquoi? Parce que le droit de la concurrence, c'est deux disciplines. Le droit, bien évidemment, qui analyse la société, et l'économie qui regarde nos comportements humains. Notre comportement face à notre économie. Alors pourquoi j'ai besoin de vous? Parce que je me rends compte que je suis dans une impasse. Et oui, effectivement, nous devons changer nos comportements. Parce que la concurrence, c'est une liberté qui sert trois objectifs. Des prix justes et non des prix bas, des produits de meilleure qualité et une multitude de choix. Mais alors, quand j'y pense, est-ce que vous avez réellement compris que le droit de la concurrence va protéger ces trois objectifs? Ou est-ce que vous croyez au départ de mon discours que je vais vous vendre un produit pour moins cher? Eh bien non. Avant-dernier candidat, photo, Florent Ray, qui est rattaché au laboratoire GPI, qui fait une thèse sous la direction du professeur Damien Mouret et d'Hervé Koller, maître de conférence tous les deux à l'Université de la Polynésie française, et dont l'intitulé est long, et vous le lisez en même temps que je vous le dis, la prise en compte de la dimension managériale pour repenser le modèle d'affaires et le système de gestion dans l'industrie hôtelière, le cas de l'industrie hôtelière de luxe en Polynésie française. Accueil chaleureux et fourni, merci. Yolana, Monsieur Pamataï, le directeur de l'hôtel. Yolana, Monsieur Tofai, l'agence de voyage. Que désirez-vous, Monsieur Tofai? J'ai un problème, les chambres de mes clients ne sont pas encore disponibles. Ah, un problème de personnel. Eh oui, on en parle, la pénurie de personnel à l'hôtellerie. Pourtant, l'hôtellerie est florissante dans le luxe. Oui, mais c'est le modèle d'affaires, le business. Il a complètement changé. Et que s'est-il passé? Eh bien, ce modèle d'affaires, les propriétaires exploitants hôteliers ont disparu. Maintenant, les propriétaires hôteliers, ils ont vendu les murs et encaissé les euros. Ah d'accord. Mais alors, avec cet argent, les salariés doivent être plus rémunérés. Mais pas du tout, regardez, j'ai encore les poches vides. Oui, mais alors... Je suis désolé. Mais alors... Non, je vais continuer. Mais alors, cet argent, il doit servir à financer les investissements. Mais non, pas du tout. On finance avec des voitures. Des voitures? Mais c'est quoi ça? Mais c'est des nouveaux moyens de financement qu'on appelle des véhicules financiers. Et alors, il apparaît où cet argent? Cet argent, il apparaît dans un tableau de bord financier. Effectivement. Ces tableaux de bord financiers, en fait, retracent les revenus et les bénéfices que dégagent ces hôtels.
En résumé, les propriétaires, en fait, perçoivent, les exploitants hôteliers perçoivent, en fait, un pourcentage de ces revenus, alors que les investisseurs perçoivent des loyers et, en même temps, perçoivent les bénéfices. Alors, désolé, monsieur Pafaye, je vois arriver mon rendez-vous, c'est le docteur, le futur docteur. Vos salariés, ils sont malades? Non, non, pas du tout. En fait, il vient faire une étude dans l'hôtellerie. Je vous le présente, c'est le doctorant, monsieur Ray Florent. Donc, en fait, je vais vous présenter mon sujet. Je dois interroger des salariés dans l'hôtellerie de luxe et je vais les questionner. Mais pour quelle raison? Mais pour repenser le management à partir de ce modèle d'affaires. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de redimensionner, en fait, de proposer une nouvelle évolution de ce modèle d'affaires. Car en fait, je voudrais qu'on améliore la répartition de cet enrichissement. Mais pourquoi? Avec quel objectif? L'objectif, c'est d'améliorer la rémunération des salariés. Ah, mais pourquoi? Parce qu'en fait, les véritables exploitants hôteliers, ce sont les salariés. C'est eux qui accueillent les clients tous les jours. C'est uniquement l'intérêt de votre thèse? Non, pas du tout. Je voudrais proposer un véritable parcours salarial. Ce parcours salarial, qui partirait en fait du recrutement à la fidélisation. Mais uniquement? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, effectivement, je voudrais résorber ce problème, cette pénurie de main-d'œuvre. Et en résorbant cette pénurie de main-d'œuvre, il faudrait que les groupes hôteliers proposent une véritable marque employeur qui permettrait, en fait, d'obtenir l'adhésion des salariés jusqu'à leur fidélisation. Ah, on comprend mieux, monsieur Rey. On vous remercie. Vous avez dit stress, MT 180 secondes. Là, on était probablement presque au double. Donc, vous pouvez admirer la prestation. Hélas, le candidat est disqualifié. Donc, il ne fera pas l'objet, évidemment, des suffrages du jury, mais il ne pourra pas non plus faire l'objet des suffrages du public. Ça, c'est la règle, et elle a été posée, et on a évidemment la respecter. Mais ceci dit, on remercie évidemment Florent. Dernière candidate, nous restons au laboratoire GDI, Céline Berson. Céline Berson qui fait sa thèse sous la direction du professeur Damien Mouret de l'Université de la Polynésie française et du professeur Marc Valax de l'Université Côte d'Azur, et dont l'intitulé est court, simple, pas son objet de recherche, mais l'intitulé « L'océanisation des cadres en hôtellerie de luxe », on y reste, en Polynésie française. Et je vous prie d'accueillir notre dernière candidate, Céline Berson. Depuis 16 ans, je travaille dans l'hôtellerie et je suis entourée de passionnés. Passionnés de cuisine, passionnés de vin, passionnés de légendes à raconter à nos clients pour leur créer des souvenirs inoubliables. Le faire dans le cadre de nos îles, c'est magique. La magie, ce sont nos salariés qui la créent. Mais nos salariés ne sont pas des magiciens, ce sont des talents. Qu'est-ce qu'un talent? Un salarié qui dispose des compétences nécessaires à l'emploi, savoir, savoir-faire, savoir-être. Hélas, un bien rare aujourd'hui sur le marché. Alors comment attirer, recruter et fidéliser nos talents? C'est tout l'enjeu de ma thèse qui porte sur l'océanisation des cadres en hôtellerie de luxe en Polynésie française. Dans un premier temps, je vais analyser les causes de la pénurie de talents. On sait déjà que la pénurie est liée à une inadéquation entre les compétences disponibles sur le marché du travail et les compétences recherchées par les employeurs.
surtout dans des secteurs à forte contrainte, travailler debout le soir, les week-ends. En Polynésie, notre vivier de talents est déjà restreint. Nos candidats, nos futurs managers sont diplômés du BTS hôtellerie, de la licence tourisme, que du BTS hôtellerie et de la licence tourisme. Et puis ces jeunes, ils ne viennent pas toujours travailler dans nos hôtels. On leur ferait peur, trop strict. Trop strict. Il y a un décalage aussi entre ce que vous, la génération Z, attendez en matière de conditions de travail et ce qu'un recruteur de la génération X vous propose. La pénurie de talent, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais la Covid l'a aggravé. Pourquoi ? Pendant la Covid, on a arrêté de travailler comme tout le monde. Plus d'avions, plus de clients, plus de travail. Et en hôtellerie, on ne télétravaille pas. Vous imaginez, vous, le client sur WhatsApp ? Maeva Bora Bora ! Impossible. Alors oui, on a profité de ce temps arrêté pour le passer avec nos enfants, sans avoir à se lever à 3h du mat pour faire l'ouverture. Certains ont changé de carrière après ça. J'analyse les causes pour agir, faire des préconisations au monde de l'école, s'assurer que les formations répondent aux besoins des professionnels et aux professionnels pour les encourager à revoir leurs conditions d'emploi. Comme dirait mon père, je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de chômage. Eh bien, je vais chercher à comprendre et faire en sorte de proposer des solutions pour que toutes ces offres puissent trouver preneurs en Polynésie française. Merci. Eh bien voilà, vous les avez tous entendus, vous avez attendu leur talent. Maintenant, l'étape qui suit vous appartient. Donc, ça a été difficile, hein. Ça a été difficile, ça a été serré. Donc, il y a le prix du jury, dont le prix est décerné par Madame Yenko, de la part de la MGEN, que nous remercions pour son soutien. Et le prix du jury est décerné à Leialoa Petis. Avec le prix, et j'attire votre attention aussi sur le billet d'avion. Nous remercions pour son soutien Air Tahiti Nuit, qui nous accorde un prix privilégié de 25% de réduction sur le prix négocié pour le départ à Paris. Et le prix du public est donc il était décerné par le président de l'université. Le prix du public est décerné par le vice-président de l'université, Jean-Paul Pastorel, avec un chèque de l'université, avec un bon d'achat pour Odyssée. Et il est décerné à Perceval Rebaud.